Dans la séquence vidéo précédente, vous avez vu que lorsque l'on veut gérer les exceptions en Java, on cherche à faire fondamentalement 4 choses. À signaler les erreurs aux endroits où elles se produisent, à marquer les endroits que l'on veut rendre réceptifs aux erreurs et leur associer à chaque endroit un moyen de gérer ces erreurs. Et ça, c'est vraiment un avantage de la gestion des exceptions, c'est que l'on sépare d'un côté la gestion des erreurs, de l'autre côté, l'endroit où elles se produisent. Enfin, 4e chose que l'on peut vouloir faire, c'est éventuellement faire le ménage après chaque bloc réceptif aux erreurs. On va donc naturellement avoir 4 mots du langage qui vont être dédiés à chacune de ces tâches élémentaires que l'on souhaite réaliser. Nous allons dans cette vidéo présenter comment utiliser chacun de ces 4 mots tour à tour. Et en commençant donc par bien sûr le mot-clé throw qui permet donc d'indiquer une erreur. On va dire que throw lance une exception. La syntaxe de throw, donc pour lancer une erreur, lancer une exception, signaler une erreur, est la suivante, c'est throw et puis donc une exception. Qu'est-ce que c'est qu'une exception? C'est un objet de type exception. Le type exception est un type qui existe dans l'API Java et qui est fourni par la bibliothèque java.lang, qui contient de nombreuses sous-classes que nous allons présenter dans un instant. Donc, une exception est un objet de type exception, lequel, lorsque l'instruction throw est exécutée, est entre guillemets lancé, c'est-à-dire que l'on va avoir un mécanisme qui va créer un tel objet qui pourra être géré par les autres mots-clés du mécanisme de gestion des exceptions. C'est ça que ça veut dire lancer une exception, c'est qu'on a un traitement un peu particulier de ces objets particuliers qui sont les erreurs à gérer au niveau du programme. Donc par exemple, on pourrait tout à fait avoir une ligne comme ceci, throw new exception, donc on crée ici une nouvelle exception, et puis par exemple en appelant son constructeur qui prend comme paramètre une chaîne de caractères qui indique un message d'erreur, donc ici, quelle erreur? Message donc par exemple ici associé à cette nouvelle instance de la classe exception. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement lancer une exception? Ça veut dire que l'instruction throw va quitter le cours normal d'exécution du programme et va sauter soit au prochain bloc catch directement lié à un bloc try. On verra try et catch dans un instant, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va donc sauter à un autre endroit du programme, soit s'il n'y a pas un tel bloc try catch, va alors à ce moment-là quitter complètement le programme en terminant donc par ce qu'on appelle une exception. Throw lance donc une instance de la classe exception. Cette classe exception est elle-même une sous-classe de la classe throwable qui hérite elle-même d'object. Exception n'est pas la seule sous-classe de throwable qui possède une multitude donc de sous-classes dont le but est d'indiquer différents types d'erreurs ou d'exceptions possibles. Nous avons par exemple la sous-classe error, laquelle possède elle-même 12 sous-classes directes et qui sert par exemple donc à indiquer des erreurs mémoire. La classe error sert à indiquer des erreurs fatales qui ne sont pas censées être utilisées, traitées par le programmeur avec un bloc try-catch. De l'autre côté, nous avons les exceptions qui doivent ou peuvent être traitées par le programmeur. La classe exception a 75 sous-classes directes, parmi lesquelles nous avons donc 74 ce qu'on appelle checked exceptions, qui doivent être traitées par le programmeur. Elles indiquent des circonstances exceptionnelles, souvent des erreurs, mais pas forcément toujours. Elles doivent donc être traitées au niveau du programme par effectivement un try-catch. Et nous avons aussi la sous-classe runtime exception, dont le traitement n'est pas forcément vérifié par le programmeur. On appelle ça des unchecked exceptions, elles-mêmes ayant 49 sous-classes directes, pour traiter donc différents cas d'erreurs évitables par de la bonne programmation, comme par exemple des indices dépassant des tableaux, comme par exemple des divisions par 0, etc. Ce genre d'exception, il n'est pas exclu que le programmeur puisse le traiter, mais ce n'est pas strictement nécessaire. La vidéo suivante reviendra d'ailleurs sur ces checked et unchecked exceptions et la façon de les gérer. Au niveau le plus général, tout en haut de la hiérarchie, la classe throwable offre 2 constructeurs, un constructeur par défaut et un constructeur avec possibilité donc d'indiquer un message d'erreur sous la forme d'une string.
Et parmi d'autres, elle offre deux méthodes intéressantes. Une méthode getMessage qui permet donc de récupérer le message d'erreur initialisé à l'aide de ce constructeur. Et puis une méthode printStackTrace qui permet donc d'afficher sur le terminal la pile d'appels, c'est-à-dire le chemin d'appel qui a conduit à l'erreur. Voilà donc pour l'instruction throw. Passons maintenant à l'instruction try. Nous avons vu que l'instruction throw, si elle n'était pas attrapée, c'est-à-dire pas gérée par un try-catch, terminait le programme. Et donc on va vouloir, dans beaucoup de cas, en particulier pour les checked exceptions, on va vouloir les traiter par un bloc sensible à la gestion des exceptions. C'est exactement ce à quoi sert try. Try sert donc à rendre des portions de code sensibles à la gestion des exceptions. Donc par exemple, supposons que je fasse un appel à une méthode f ici qui peut lancer des exceptions. Soit la méthode peut lancer des exceptions directement, soit elle peut appeler des méthodes elles-mêmes qui appellent des méthodes, qui appellent des méthodes, qui lancent des exceptions. Donc peu importe à quelle profondeur d'appel dans cet appel à la méthode f on a un throw, mais quelque part là en dessous de cet appel, on va avoir un throw. Alors à ce moment-là, si une telle expression, si un tel appel à une méthode qui peut lancer des exceptions est dans un bloc qui est déclaré comme un bloc try, alors à ce moment-là, on va pouvoir avoir mis en place du mécanisme de gestion des exceptions, et donc le throw qui se trouve quelque part là en dessous va finalement sauter au prochain bloc catch associé au bloc try dans lequel on est en train de demander la gestion des exceptions. Catch, donc, est justement ce mot-clé qui sert à introduire l'ensemble des instructions que l'on voudra exécuter pour pouvoir gérer les exceptions. Donc, tout bloc try doit avoir au moins un bloc catch associé. On verra dans un instant qu'il peut en avoir plusieurs, qui va donc gérer les exceptions lancées dans ce bloc try. Et si jamais une exception est lancée par un throw, mais qui n'est pas interceptée par un catch, il n'y a pas de catch correspondant ni de try pour attraper l'exception qui est lancée, à ce moment-là, le programme va s'arrêter en indiquant qu'il y a eu une exception qui a été lancée, et puis afficher l'endroit où elle a été lancée, indiquant donc que cette exception a été lancée et n'a pas été interceptée. La syntaxe du bloc catch est donc de commencer par le mot catch et puis ensuite de faire suivre ici comme un en-tête de méthode, donc entre parenthèses ici le type et puis le nom de l'équivalent d'un paramètre. On n'aura qu'un seul paramètre entre guillemets donc pour cette entre guillemets en-tête de catch et puis derrière donc ici le bloc avec les instructions que l'on veut faire exécuter pour toutes les exceptions du type que l'on aura précisé. Le mieux, c'est de donner donc un exemple. On a ici donc un bloc d'instructions qu'on veut rendre sensible à la gestion des exceptions avec le try. Et juste derrière, donc ici, on aura catch pour attraper ici donc des exceptions de type arithmetic exception. Et un autre bloc catch qui se rapporte aussi à ce bloc try pour rattraper par exemple des exceptions très générales de type exception. Donc ici, par exemple, dans ce bloc, on pourrait avoir une variable âge, et puis si l'âge est trop élevé, à ce moment-là, on va lancer une exception très générale, et puis si l'âge donc était inférieur à 150, on continuerait l'exécution. On aurait une autre variable x. Si x était égal à 0, alors on lance une arithmetic exception. Et puis sinon, donc on continue. Ce qui fait que cette arithmetic exception va être interceptée par ce catch-là. Et on exécutera donc les instructions qui sont ici, en affichant le message d'erreur que l'on avait mis dans l'arithmetic exception. Et puis, par exemple, en imprimant la pile d'appel. Alors que si c'est cette exception générale qui a été lancée, c'est ce catch ici qui va être l'exécuter, et à ce moment-là, on affichera un message, par exemple, qui peut vivre aussi vieux. Ce qui est important de noter, c'est que donc les catchs ici, associés à un bloc try, vont être ordonnés par niveau d'exception de plus en plus général. On aura d'abord les exceptions les plus spécifiques dans la hiérarchie, puis ensuite les exceptions les plus générales. Je vous rappelle qu'on a une hiérarchie d'exceptions comme ceci, et donc le traitement dans le catch devra se faire en commençant par des exceptions les plus spécifiques et puis ensuite en allant vers des exceptions les plus générales. Si vous placez les blocs catch avec les exceptions les plus générales en premier, alors vous aurez une erreur de compilation. Voyons maintenant en détail comment tout ceci s'exécute, quel est le flow d'exécution, par où on passe en fonction des différents cas, si une exception est lancée, si l'exception n'est pas lancée.
D'abord les principes généraux qui sont les suivants. Un bloc catch n'est exécuté que si une exception correspondant au type spécifié dans le catch en question a été lancée depuis le bloc try correspondant. Sinon, le bloc catch est tout simplement ignoré. On n'exécutera pas ce qui est dans ce bloc catch. Et en absence de finally, dont on parlera dans un instant, si un bloc catch est exécuté, alors le déroulement du programme continue ensuite après le bloc catch. On ne revient en aucun cas dans le try. On continuera après le bloc catch. Par exemple, si on a donc ici un bloc rendu sensible à la gestion des exceptions, un bloc try, dans lequel s'exécute soit directement, soit au travers d'un appel d'une méthode, dans lequel s'exécute donc le lancement d'une exception, alors si cette exception effectivement est lancée, si cette ligne est effectivement exécutée, à la fin de cette ligne, ce que l'on va faire, c'est que l'on va sauter directement ici à la première ligne du bloc catch directement suivant le bloc try et correspondant au type d'exception, donc ici avec correspondance du type. Donc l'exécution sera la suivante, on arrive ici, on exécute cet lancement d'exception, ce qui fait qu'on saute à cet endroit-là s'il y a eu lancement d'une exception. Si par contre il n'y a pas eu lancement de l'exception, c'est-à-dire que cette ligne ici n'est pas exécutée, par exemple parce qu'elle a été protégée par un if dont la condition n'est pas remplie. Donc à ce moment-là, on exécute le code, il n'y a pas exécution de cette ligne-là, et donc on continue naturellement à exécuter tout le bloc, on suppose qu'il n'y a pas d'autre throw dans la suite. Arrivé à la fin du bloc, ici, on va continuer l'exécution normale du programme, on ignorera simplement tout le bloc catch ici, qui n'est exécuté que si il y a eu lancement d'une exception du type correspondant. Sur l'exemple que nous avions tout à l'heure, le flow d'exécution serait le suivant. Supposons donc au départ qu'on a une variable âge ici et puis que l'âge pour commencer n'est pas supérieur ou égal à 150, on a un âge inférieur à 150. À ce moment-là, on continue, on ne rentre pas dans le if, donc on ne voit pas le throw, on continue. Supposons qu'on a une variable x ici qui n'est pas égale à 0. À ce moment-là, on continue normalement. On arrive ici, et donc si aucune exception n'a été lancée, cas numéro 1, sans exception lancée, on va continuer l'exécution là en bas. Ça, c'est donc ce qui se passe si l'âge est inférieur à 150 et x est différent de 0. Voyons maintenant ce qui se passe si, par exemple, on a toujours l'âge inférieur à 150, mais que x vaut 0. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que donc l'âge étant inférieur à 150, on ne rentre pas dans le if, on continue. Ici, x valant 0, alors cette condition est vérifiée. On exécute ce throw, ce qui fait qu'à partir de là, on va se brancher sur ce qui a été lancé comme exception, c'est-à-dire ici qu'on a lancé une arithmetic exception. Donc on va se brancher sur le bloc qui attrape les arithmetic exceptions. Et donc à partir d'ici, on va continuer l'exécution ici en affichant donc le message associé et en affichant la trace d'appel. Une fois que l'on aura fait tout ceci, à ce moment-là, on continuera l'exécution normalement après tous les blocs catch associés au try concerné. Troisième et dernier cas, si l'âge est supérieur ou égal à 150, ce qui se passe alors à ce moment-là, c'est qu'on va arriver dans ce if dont la condition est vraie et donc on va exécuter ce lancement d'exception. Ici, on a donc lancement d'un type exception, ce qui fait que l'on va, à partir d'ici, se brancher sur le catch qui récupère des exceptions. Et donc cette exécution va continuer ici par exécuter l'affichage de qui peut vivre si vieux. Et puis ensuite, comme toujours, on continuera l'exécution par la suite normale du programme. Passons maintenant à un troisième exemple où nous allons mettre throw, try et catch dans une même méthode, ce qui est un cas particulier mais qui peut s'avérer parfois utile. Nous avons donc ici une méthode lire entier dont le but va être justement de lire un entier qui retourne donc cet entier lu et qui prend comme paramètre un nombre maximum d'essais et dont l'entête doit être prolongée par cette syntaxe throws exception qui vous sera expliquée un petit peu plus tard. Nous avons donc ici tout le corps de cette méthode dans laquelle on voit que nous avons ici un bloc try. Try sur la lecture
d'un entier ici au clavier. Donc on va ici vouloir lire un entier et ce que l'on va faire, c'est que l'on va intercepter ici les throws possiblement lancés par cette lecture d'un entier au cas où la lecture échoue. C'est typiquement le cas si l'utilisateur, au lieu d'entrer un entier, entre par exemple une chaîne de caractères. Dans ce cas, cette lecture lance une exception de type Input Mismatch Exception, laquelle est définie dans la bibliothèque java.util. Et donc, si la lecture ici échoue, on va avoir lancement d'une exception de ce type-là, et donc branchement au niveau du catch, puisqu'on avait mis ça dans un bloc try, qui va nous permettre donc par exemple d'afficher un message qu'il faut rentrer un nombre entier. Puis avec cette instruction, on supprime dans le flot d'entrée les caractères laissés par la mauvaise saisie précédente. Et enfin, nous augmentons le nombre d'essais. Le programme va donc se dérouler de la façon suivante. Au départ, on aura un nombre d'essais qui vaut 1. On aura une boucle ici tant que le nombre d'essais est inférieur ou égal à max essai que l'on a reçu comme paramètre. On demande un entier. On essaye de lire un entier et chaque fois que cette lecture échoue, on se branchera sur le bloc catch qui attrape l'exception correspondante. Et on arrive donc ici à la fin du bloc catch si on a eu un échec de lecture, qui fait qu'il continue l'exécution. Donc on continue tant que ici le nombre d'essais n'a pas atteint le nombre maximum d'essais. Dans le cas où la lecture réussit, on n'a pas de lancement d'exception, on a donc continuation de l'exécution normale, et ici on retourne la valeur lue, et donc on quitte le programme à ce niveau-là. Enfin, si l'on fait tellement d'erreurs que l'on dépasse le nombre maximum d'essais, ce qui va se passer, c'est le déroulement suivant. Donc on va avoir ici encore une erreur qui va lancer l'exception qui va être interceptée par ce catch ici. On va incrémenter le nombre d'essais. À la fin du catch, on continue l'exécution normale, mais cette fois-ci, le nombre d'essais va être strictement plus grand que le nombre max essai, et donc on sortira de la boucle while, et on continuera l'exécution en lançant cette fois-ci une nouvelle exception, laquelle exception sera donc passée plus haut à d'autres méthodes qui auront appelé lire entier et qui pourront possiblement attraper cette exception et la gérer. Terminons enfin par quelques remarques. La première, c'est que depuis Java 7, on a ce qu'on appelle le multi-catch. Donc, on a le droit d'écrire comme ça, catch, exception 1 ou exception 2, etc. Et puis enfin, quelque chose que je vous ai déjà dit, quand on a plusieurs blocs catch, il faut absolument toujours les spécifier du plus spécifique, de l'exception qui est la plus basse dans la hiérarchie des exceptions, à la plus générale, c'est-à-dire les exceptions les plus hautes dans la relation d'héritage des exceptions. Terminons enfin cette vidéo sur la syntaxe Java de la gestion des exceptions par ce point numéro 4 où l'on ferait donc éventuellement le ménage après un bloc catch avec le mot-clé donc finally qui indique de façon optionnelle ce qu'il faudrait faire après un bloc réceptif aux exceptions. Ce mot-clé finally contrôle donc un bloc qui est optionnel et qui suit les blocs catch associés à un try et qui contient donc du code qui est destiné à être exécuté que l'on ait lancé l'exception ou pas. Donc typiquement, le but de ce bloc est de faire le ménage, par exemple fermer les fichiers, fermer des connexions, etc. En cas de lancement d'exception, garantir que ce ménage est bien fait. Prenons un exemple. Nous avons ici un petit programme que nous allons pouvoir appeler de différentes façons. C'est la première fois que nous utilisons ici les arguments passés à main. Donc ça nous permet de pouvoir, par exemple, depuis donc l'exécution de ce programme inverse, de passer des différents arguments ou éventuellement de ne pas passer des arguments. La façon dont c'est fait, c'est simplement de passer ici un tableau de string qui sont donc les arguments lors de l'appel de ce programme que l'on va appeler inverse. Donc ce que l'on a, c'est ici un bloc try qui va essayer donc de lire les différents arguments. Ici, args, c'est donc un tableau de chaîne. Args de 0, c'est donc le premier élément de ce tableau de chaîne. Ça sera donc le premier argument passé au programme lorsqu'on l'exécutera, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc, on essaye de ici lire un entier dans ce premier argument. Ensuite, on fait une division par b. Puis, l'on affiche que 100 fois l'inverse, c'est justement ce nombre c que l'on vient de calculer. Si le premier argument que l'on reçoit n'est pas un entier, cette expression ici va lancer une exception de type number format exception et donc fera qu'on va se brancher ici sur le bloc catch sensible à ce type d'exception et on indiquera par exemple qu'il faut un nombre entier.
Si par contre on réussit donc ici à lire un nombre entier dans le premier argument, alors on passe ici, on fait ce calcul, où là on a un risque de division par 0. Si b vaut 0, cette division va effectivement lancer une arithmetic exception, qui fait donc qu'on va se brancher sur ce bloc sensible aux exceptions de type arithmetic exception. Et donc si on a une division par 0, ici on affichera que l'on part vers l'infini. Enfin, donc, quoi qu'il advienne, que l'on ait une exception ici, que l'on ait une exception ici, ou que l'on ait rien du tout dans ce bloc sensible à la gestion des exceptions, on exécutera ce passage obligé, on exécutera ce bloc, donc, finally, lié à ce bloc try. Voyons tout ceci, donc, en détail sur différents types d'appels de ce programme. Si, par exemple, on appelle notre programme avec un argument 4.1 qui est de type double, à ce moment-là, donc ici, on n'a pas réussi à lire un entier. On se branche ici, on exécute, il faut un nombre entier. Comme on a terminé le bloc catch, on passe au bloc finally. Ici, on écrit passage obligé, et puis donc, on termine le programme. Si par contre, on a passé un entier, mais c'est 0, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on a réussi à lire un nombre entier, donc on continue. Ici, on fait la division par 0, ce qui fait que l'on a une arithmetic exception qui est lancée et interceptée par ce bloc catch, donc on affiche que l'on part vers l'infini, puis l'on continue, donc comme toujours, par le bloc finally, qui indique que l'on a donc un passage obligé. Troisième cas, si l'on appelle donc notre programme en passant un argument ici qui est un entier non nul, à ce moment-là, on a bien réussi à lire un entier. On continue, on a fait la division sans aucun souci. Donc on peut afficher que 100 fois son inverse, c'est à ce moment-là 25. Et dans ce cas-là, on termine aussi quand même en passant par le finally qui est exécuté de toute façon puisqu'on est dans un block try. Donc ici, à la fin d'exécution de ce block try, on va se lancer ici dans l'exécution du bloc finally et afficher donc que l'on a un passage obligé. Pour terminer, dernier exemple, on passe aucun argument. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Nous allons ici vouloir lire un entier dans le premier élément du tableau args, mais il se trouve qu'il n'y a pas eu d'argument, donc ce tableau est un tableau vide, et donc ici il n'y a même pas un élément à la position 0, donc ici nous avons un index hors des limites, et on va donc avoir ici lancement d'une exception, qui est l'exception array index out of bounds, et donc on aura lancement de cette exception, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'effectivement on sera avant cela passé par le finally. En effet, ici nous sommes de nouveau toujours dans le block try, et donc comme on va sortir ici en lançant une exception, cette exception n'est pas attrapée par aucun des catchs, néanmoins on passe par le bloc finally, on passe toujours par un bloc finally associé à un bloc try, et donc on affiche ceci, avant de continuer donc le lancement de cette exception qui n'est pas attrapée, et donc qui termine l'exécution du programme avec un message de type l'exception n'a pas été attrapée, et donc avec ensuite la pile des appels à l'endroit où cette exception a été lancée. Vous voyez donc que quel que soit le schéma d'exécution du bloc try correspondant, nous passons par le finally. Donc en l'occurrence ici effectivement un tel finally n'est pas très utile, mais si jamais nous avions eu des allocations de ressources, ouverture de fichiers dans ce block try, nous garantissons en fermant ces ressources, par exemple en libérant ces ressources dans le bloc finally, nous garantissons que quel que soit le chemin d'exécution de ce block try, le bloc finally libérera donc bien les ressources. C'est à ça que sert typiquement donc un bloc finally. Voilà, ceci conclut donc cette séquence sur la syntaxe des exceptions en Java.